Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, conformément à notre pratique républicaine, c'est à nouveau pour moi un honneur d'être devant votre auguste Assemblée pour partager avec vous l'état général de notre nation au titre de l'année 2022. L'année dernière, à pareil moment, notre optimisme était légitime quant à une reprise de l'économie mondiale après les affres de la pandémie de Covid-19. J'avais néanmoins indiqué que notre pays devait encore relever deux défis majeurs, l'un sécuritaire et l'autre sanitaire. Un an après, où en sommes-nous? S'agissant du défi sanitaire, il est loisible de constater que le monde se remet globalement de la pandémie de Covid-19, grâce notamment aux avancées de la science, même si la vigilance doit rester de mise. Quant à notre système général propre de protection sanitaire, notre pays est encore loin d'assurer le minimum nécessaire. Cependant, la dynamique en cours et nos efforts sont de nature et d'envergure encourageantes. En ce qui concerne notre santé économique, la reprise post-Covid amorcée s'est brutalement estompée par le renchérissement des coûts des matières premières, de la logistique ainsi que des produits de première nécessité en raison de la guerre Russie-Ukraine. Conséquence, le pouvoir d'achat des populations s'est trouvé fortement dégradé dans tous les pays du monde. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, cette nouvelle réalité qui n'épargne ni pays riches ni pays pauvres concerne aussi, à bien des égards, notre pays qui, en plus d'y faire face, doit aussi relever le défi sécuritaire. Et sur ce plan, au cours de l'année, nos forces de sécurité et de défense ont été plusieurs fois sollicitées par des velléités djihadistes. Si elles ont connu des pertes de soldats, dont je salue une fois encore ici la mémoire, elles ont surtout opposé la riposte nécessaire pour faire des dégâts massifs dans les rangs de l'ennemi, traduisant ainsi leur bravoure et leur engagement patriotique. Mais, comme vous le savez, elles ont bénéficié, pour tout cela, de l'attention soutenue du gouvernement qui met les moyens d'action appropriés à leur disposition et renforce les effectifs de manière remarquable. C'est ainsi que nous avons recruté en 2021-2022 1800 policiers et 2000 militaires, acquis des équipements modernes et adaptés au contexte, puis entrepris un maillage territorial des casernes, ainsi que l'adaptation de leur taille et de leurs moyens à la menace. Aussi, avons-nous lancé cette année la construction de plusieurs dizaines de positions avancées fortifiées et de 10 bases opérationnelles avancées qui sont des casernes de taille moyenne. Nous avons aussi engagé la réalisation de travaux de fortification sur plusieurs sites militaires dans tout le pays. Le tout, équipement compris, pour un montant global de plus de 80 milliards de francs CFA. Tous ces investissements ont pour objectif de favoriser une projection plus rapide et plus aisée de nos hommes sur les théâtres nécessitant leur intervention en vue d'une efficacité plus grande. En clair, il s'agit de fortifier le pays et de garantir une sécurité optimale à tous. Ces actions seront densifiées encore davantage au cours des années à venir.
Par ailleurs, la lutte contre le phénomène djihadiste dans le contexte ouest-africain appelle une action concertée et intelligente des États. En cela, notre pays a été, depuis longtemps, porteur et promoteur d'une stratégie offensive plutôt que défensive pour aller frapper l'ennemi jusque dans ses repères, y compris en territoire étranger. Là-dessus, il est heureux de noter que nous sommes enfin écoutés au niveau régional. Notre action diplomatique ne manque donc pas d'impact. Dans tous les cas, nous travaillons à faire du Bénin une oasis de paix. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, aucun esprit avisé ne devrait s'étonner de cette attention que nous portons à la sécurité. Elle est essentielle, surtout car nous avons fini de mettre en place les fondamentaux dans tous les autres secteurs. C'est elle qui détermine, en effet, la pérennité de tous les investissements. L'absence de sécurité peut limiter, voire empêcher la jouissance des fruits de nos efforts communs. Et si l'accumulation des chocs exogènes, que j'ai rappelés tantôt, a un impact négatif sur notre quotidien, car ceci tempère le sentiment de satisfaction légitime qui devrait naître de nos efforts, il n'en demeure pas moins que l'action du gouvernement produit des résultats probants. Il en est ainsi du secteur, Mesdames et Messieurs, de l'éducation. Ici, en plus des performances de nos enfants qui s'améliorent grâce à nos réformes, le programme des cantines scolaires est déjà à 75% de couverture de nos écoles primaires publiques et impacte aujourd'hui plus d'1 million d'apprenants dans toutes nos localités. Le cap des 100% de couverture sera donc atteint avant 2026. Ainsi, plus aucun enfant inscrit à l'école primaire publique ne passera une journée en classe le ventre creux. Cela est une manifestation de la solidarité nationale. De même, notre grand projet de promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle entrera dans une phase décisive en 2023, où l'ouverture des chantiers de construction et de réhabilitation des lycées techniques agricoles et des écoles de métiers sera une réalité. Tous les préalables sont désormais satisfaits à cet effet. Il est à noter aussi que pour compter de cette année scolaire 2022-2023, nous étendons à titre expérimental dans 20 communes l'exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle de l'enseignement secondaire. De même, des transferts monétaires seront faits à 30 000 adolescents et filles scolarisés dans les 77 communes pendant 3 ans. Des kits scolaires leur ont été également distribués, sans oublier des bourses d'accompagnement aux études universitaires attribuées aux 10 meilleures filles par département à raison de 38 500 francs CFA chacune par mois pendant 10 mois et sur 3 ans. De façon toute particulière, dans chaque département, des bourses sont aussi attribuées aux 10 meilleures élèves filles inscrites dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles à raison de 27 500 francs CFA par mois pendant 10 mois sur 3 ans. Dans le même temps, les réformes engagées au niveau du supérieur ne manqueront pas de produire leur effet sur la gouvernance des universités comme sur la qualité des enseignements. Toutes ces mesures sont destinées à améliorer la formation de nos enfants et à les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Un marché de l'emploi où, en dehors des recrutements au profit des forces de sécurité et de défense, l'État a déjà procédé
au recrutement direct de près de 3000 agents dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice entre 21 et 22. Sans oublier plus de 3000 bénéficiaires en 2022 du projet d'insertion des jeunes et du programme spécial d'insertion dans l'emploi. À Glodjibé, dans la zone industrielle, c'est déjà plus de 6000 jeunes béninois qui sont employés à un titre ou à un autre. Avant la fin de 2023, nous serons peut-être à 30 000 emplois. Ceci n'est qu'un début qui s'ajoute aux milliers d'emplois générés par les nombreux chantiers publics en cours de réalisation partout dans le pays. Pour revenir à Glodjibé, il s'agit là d'un hub attractif par lequel l'État marque son retour pertinent et son rôle moteur dans la promotion de l'industrialisation. Un autre secteur dans lequel on peut également noter le retour stratégique de l'État, c'est celui des télécommunications, avec le démarrage des activités du nouveau réseau public de communication mobile, premier opérateur global avec une couverture de 80% du territoire national. L'action de l'État pour la compétitivité du secteur des télécommunications numériques sera bientôt renforcée par la deuxième phase du projet de déploiement de la fibre optique afin de mailler totalement le territoire pour le haut débit. Ce qui induira une plus grande avancée de la dématérialisation des services publics avec des effets induits bénéfiques pour chaque utilisateur qui, même s'il ne s'en rend pas compte au quotidien, réalise des économies d'argent et évite les tracasseries. Mesdames et messieurs les députés, s'agissant du secteur de la santé, nous avons engagé des investissements massifs dans la réalisation des infrastructures et la formation du personnel médical. Ainsi, nous assisterons à l'achèvement prochain de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi et à la construction d'autres centres de santé non moins importants. Plus encore, d'ici 2023, nous lancerons la réhabilitation et la reconstruction des 725 centres de santé de notre pays, des centres hospitaliers départementaux, des centres hospitaliers universitaires et des 21 hôpitaux des zones. Cette action d'envergure concerne également la mise aux normes des plateaux techniques. Mais c'est davantage sur la qualité des ressources humaines que nous agissons pour garantir aux populations l'accès à des soins de santé de qualité. C'est ce qui justifie les recrutements historiques effectués et l'installation de l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'action de cette dernière sera primordiale pour l'amélioration des pratiques et leur mise aux normes, ainsi que dans le public, aussi bien dans le public que dans le secteur privé. Dans cette même logique d'accès universel aux soins de santé de qualité, nous sommes aujourd'hui à 57 communes sur 77 où les plus vulnérables d'entre nous, les pauvres extrêmes, commencent à bénéficier de soins gratuits. L'assurance maladie obligatoire, mesdames et messieurs, entrera en vigueur en 2023 pour l'ensemble de la population. À cet effet, le panier de soins de base prendra en compte une gamme variée de consultations, de soins et de prestations, ce qui permettra de couvrir largement les affections courantes et d'apporter plus de quiétude à nos concitoyens. Honorables députés, il n'aura échappé à personne que parmi les secteurs évoqués, ceux de l'éducation, de la santé et de la sécurité font l'objet d'une réelle attention de la part de notre gouvernement. Il ne saurait en être autrement
quand on sait combien il structure et conditionne le devenir des communautés. Pour autant, les autres secteurs ne sont pas négligés. Bien au contraire, conscients de l'importance des gaps à combler, nous avons poursuivi nos efforts de sorte à passer le cap du minimum indispensable pour asseoir le bien-être collectif. Et quand ce minimum n'est pas encore atteint, c'est que nous n'en sommes pas loin. L'ampleur des ressources mobilisées et des chantiers ouverts nous en donne l'assurance. Dans le domaine de l'accès à l'énergie électrique, par exemple, le programme d'extension subventionné par le gouvernement permet à un nombre de plus en plus croissant de nos citoyens de s'abonner au réseau dans la plupart de nos communes. En moins de 4 mois de mise en œuvre, plus de 100 000 demandes de branchement ont été enregistrées et sont en cours de satisfaction, ce qui atteste que nous avons vu juste. S'agissant tout particulièrement de nos communes, elles sont promises à un avenir meilleur, favorisé par la bonne gouvernance que promet la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Elle ambitionne que dans nos communes, les ressources mobilisées soient gérées à bon escient et que la priorité soit désormais donnée aux projets ou programmes qui impactent réellement la vie de nos concitoyens. Dans ces conditions, chaque commune devra se considérer désormais en compétition avec les autres et s'employer à faire en sorte que la dynamique de développement observée au niveau national se manifeste aussi sur le territoire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'aurez compris, le vaste programme de développement national que nous mettons en œuvre avec tant d'engagement n'a qu'un objectif: améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Permettez-moi donc de mettre aussi en lumière les effets de notre action dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. Nous en parlons toutes les fois que nous avons l'occasion, parce que c'est source de vie. Là, nous avons lancé en 2022 la construction de 95 nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable multivillages destinés à impacter près d'1,2 million de nos concitoyens dans 74 communes, ce qui nous rapprochera encore et encore plus de notre objectif de donner l'eau potable à la quasi-totalité de nos concitoyens. Grâce aussi à la restructuration en cours de la Société nationale des eaux du Bénin, le milieu urbain suit le même rythme, notamment avec le projet de branchements sociaux qui enregistre de plus en plus de demandes. Dans les temps à venir, l'accès à l'eau potable ne sera donc plus jamais considéré comme un luxe au Bénin. Comme il ne fait désormais l'ombre d'aucun doute, notre agriculture se voit de plus en plus performante, cela est à constater, avec des productions de vivriers constamment en hausse, autant que les cultures de rente comme le soja et le coton. La même dynamique est perceptible en matière de l'élevage, de la pêche. Dans le domaine de l'artisanat, la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin promet un renouveau pour les acteurs et l'amélioration de leurs conditions d'existence. En matière de sport, si dans certaines disciplines, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, mais globalement, ils sont encourageants. Et nous progressons dans toutes les disciplines sportives. Nous avons foi que notre action qui consiste à créer les conditions objectives pour des performances durables portera à terme ses fruits. S'agissant du cadre de vie et des infrastructures de transport, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre programme d'action et lancé de nouveaux chantiers.
D'autres le seront encore en 2023, notamment la phase 2 du projet asphaltage, la construction de nombreux axes routiers pour densifier encore plus le réseau de voies bitumées. Tout ceci pour améliorer davantage la mobilité et procurer plus de satisfaction aux usagers. Cette dynamique vaudra aussi pour le secteur du tourisme. Avec les projets récemment lancés et ceux à venir, assez vite, en 2023, la reconnaissance de la communauté internationale, comme lorsque notre pays s'est montré le plus efficace de l'UEMOA dans la gouvernance économique et la maîtrise de l'inflation dans ce contexte de crise internationale. Comme vous le savez, le taux d'inflation évalué au Bénin de 2% est largement en deçà de la moyenne régionale qui avoisine les 7%. Il y a lieu de dire félicitations au Bénin entier. Ces performances, mesdames et messieurs, elles nous distinguent comme un pays de progrès où, grâce à nos efforts collectifs, nous montrons que le sous-développement, ou bien que le développement n'est pas une fatalité et que le sous-développement peut être vaincu. Mais le citoyen, même lorsqu'il voit de façon évidente les changements positifs de son milieu, lorsqu'il observe les améliorations qui lui offrent des conditions et un cadre de vie globalement meilleur, il faut encore qu'il sente que le progrès le touche aussi personnellement, notamment à travers l'amélioration de son pouvoir d'achat propre. Cela s'entend bien, mesdames et messieurs, n'est-ce pas? Autrement, tant que chacun n'a pas directement dans sa poche ou dans son assiette, ne serait-ce que le peu supplémentaire, il reste insatisfait, voire dubitatif. Il n'a pas le sentiment que les avancées collectives lui profitent à lui aussi. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi. Cela relève de notre nature humaine. Exactement comme nous le disons communément. Quand on a fait une vue de groupe, une photo, que veut chacun? Voir sa position. Car c'est ce qui prouve qu'il était là lui aussi. De même, quand on décide ensemble de réaliser la maison pour la famille et qu'il convient de faire des efforts, de consacrer les ressources à la réalisation de ce bien, de ce confort. Est-ce que tout le monde accepte le fait de sacrifier le pain quotidien pour la maison à construire? Quelle que soit la noblesse des objectifs du bien-être global, le pain quotidien reste notre priorité. C'est ça, notre nature humaine. Autrement, les ressentis individuels peuvent paraître en contradiction avec la dynamique globale engendrée par nos efforts communs. Nous sommes donc tenus de tenir compte de cela. Il est bien de progresser collectivement grâce à la satisfaction des besoins essentiels que sont l'eau, l'électricité, la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures. Mais il faut encore que chacun, comme je l'ai dit tantôt, ait le plus qui le touche directement et le rassure que le pays progresse effectivement. Le progrès collectif se voit souvent à sa porte personnelle. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, voilà pourquoi, ainsi que nous en avons pris l'engagement l'année dernière, nous avons œuvré à concrétiser notre volonté d'améliorer les revenus des travailleurs. Bien sûr, nous avons été retardés pendant de longs mois après nos échanges avec les partenaires sociaux, à cause de la conjoncture internationale née de la guerre en Ukraine, suite à la crise de Covid-19. Mais cela ne nous a pas empêchés
Monsieur le Président, Madame et Monsieur les députés, de parer au plus pressé, de dégager d'importantes ressources pour stabiliser l'économie et soutenir le pouvoir d'achat de tous. Nous avons ainsi injecté en subventions directes comme en renoncement aux taxes près de 130 milliards de francs CFA depuis mars 2022, afin que les produits de première nécessité restent accessibles à toute la population. Cet effort considérable a permis aux uns aux autres, pas seulement aux salariés de l'État, d'avoir le soutien de notre communauté commune pour faire face à la crise. Enfin, comme vous avez pu le suivre hier, le Conseil des ministres a statué sur les propositions qui ont été négociées avec les partenaires sociaux le mardi dernier. Nous avons, avec les centrales syndicales et le patronat, trouvé un consensus. Cela a été facile parce que le niveau, l'envergure des améliorations proposées ne faisait aucun doute de ce que notre effort mérite bien d'être reconnu. Si vous me permettez, bien que l'information a été largement diffusée, je vais m'appesantir ici sur quelques aspects de ces augmentations des revenus de nos salariés du secteur public. Le modèle de revalorisation pour lequel nous avons opté marque des efforts plus prononcés en faveur des salariés les plus modestes, ceux que nous appelons les gains petits, sans pour autant oublier ceux des autres catégories. Il consacre des augmentations assorties de sursalaires pour certaines catégories. L'objectif visé par le gouvernement étant donc d'améliorer davantage le pouvoir d'achat des plus faibles, sans oublier, comme je l'ai dit tantôt, de faire un petit quelque chose pour les salaires les plus élevés. Ainsi, selon qu'ils sont les agents de l'État, en début de carrière, ou en milieu de carrière, ou à la fin des carrières, les uns et les autres bénéficient d'augmentations différenciées. Les augmentations ont été de l'ordre de 66% pour certains, 50% pour d'autres, 40%, 30%, 20% et 12% pour certains. À titre illustratif, un agent administratif tout en bas de l'échelle, dont le salaire en début de carrière est d'environ 62 000 francs CFA actuellement, gagnera désormais 104 000 francs CFA, soit une augmentation de 41 379, correspondant à 66% d'augmentation. Je voudrais bien le répéter à la suite du compte rendu du Conseil des ministres, qu'un instituteur dont le salaire en milieu de carrière, dont le salaire est de 112 000 francs CFA aujourd'hui, passera à plus de 150 000 francs CFA par mois. Une sage-femme dont le revenu actuel est d'environ 144 000 francs CFA gagnera désormais plus de 182 000 francs CFA, soit plus de 30 000 francs CFA d'augmentation, ce qui correspond à 26% d'augmentation. Pareil pour une aide-soignante qui gagnera aujourd'hui 82 000 francs CFA. À partir donc de ce mois-ci, à la fin de ce mois, elle gagnerait plus de 123 000 francs CFA, soit plus de 40 000 francs CFA d'augmentation, représentant plus de 50% de son salaire. S'agissant de la police, les agents de police, si nous prenons un policier qui aujourd'hui a un salaire de 111 000 francs CFA en milieu de carrière, son salaire passera à plus de 150 000 francs CFA, soit près de 34% d'augmentation. Le militaire de rang, le soldat, qui, tout compris, gagne 91 000, aujourd'hui par exemple, gagnera désormais, à partir de fin décembre,
133 000 francs CFA, soit plus de 46% d'augmentation de salaire. Moi-même, je ne crois pas à mes yeux, mes oreilles. Etc. Enfin, permettez-moi de rappeler la situation des aspirants. Ces vaillants hommes qui essayent de combler le gap que nous observons dans l'enseignement primaire et secondaire, qui, pour diverses raisons, dont la plupart aspirent à être enseignants, n'ont pas encore réussi à intégrer le secteur public de manière définitive. Jusque-là, nous leur payons 9 mois de salaire pour leur présence effective dans les classes, comme des vacataires. Mais désormais, ils seront payés 11 mois sur 12, même si leur présence effective en classe n'est que de 9 mois, voire 10 mois maximum. Ils ont beau être vacataires, ils ont besoin également de nourrir leur famille pendant les 2 mois d'absence dans les classes. Et c'est pour ça que nous avons porté leur niveau de rémunération à 11 mois, faisant d'eux ainsi des parents, des chefs de famille responsables, même si sur les 12 mois, il leur restera encore un mois de salaire. Mais ça ne saurait tarder, puisque nous leur permettons désormais, pour ceux d'entre eux qui auraient déjà fait 3 ans dans cette dynamique d'enseignants aspirants, de passer un test d'évaluation. Et au cas où ce serait concluant pour eux, c'est-à-dire s'ils ont le niveau minimum requis, ils seront reversés à titre définitif de la fonction publique. Et c'est pour ça que le Conseil des ministres les a exhortés à faire les efforts qu'il faut pour relever leur niveau de compétence afin de pouvoir remplir ce besoin qui, depuis des années, nous fait défaut. Mesdames et messieurs, ces mesures, toutes ces mesures que nous prenons aussi bien pour la hausse des salaires que pour le paiement à 11 mois des aspirants au métier de l'enseignement, nous font faire un effort financier, à nous tous globalement, de plus de 60 milliards de francs CFA par an. Désormais donc, à partir de 2023, sans compter le mois de décembre qui sera concerné, c'est plus de 60 milliards de francs CFA qui seront injectés à terme de salaire supplémentaire pour nos populations. Il n'y a pas de doute que cela impactera notre vie à nous tous, même si globalement les salaires au Bénin restent encore faibles en raison de la cherté de la vie. Ces efforts que nous faisons ne nous donnent pas l'illusion que désormais chacun des concernés aura une vie décente. Non. Malgré cela, les revenus demeurent faibles au Bénin. Mais c'est notre parcours. Mais nous avons l'assurance que bientôt, nous ne serons plus aussi misérables. Parce que tout doucement, nous faisons l'effort de sortir de la pauvreté. Et chaque jour, nous avons la preuve. Même si, en notre temps, chacun de nous ne connaîtra pas l'aisance, la fortune, le bien-être total, nous avons l'assurance que nos enfants ne connaîtront pas le même sort que nous. Que nos petits-enfants, que nos arrière-petits-enfants et que les générations à venir, grâce à nos efforts et la dynamique en cours, auront un sort différent, une vie meilleure. C'est aussi ça, le sens de la vie. C'est aussi ça, la responsabilité des générations. Œuvrer pour soi, certes, mais davantage pour les générations à venir. Mesdames et messieurs, je vais revenir quand même sur un aspect, puisqu'il n'y a pas dans le pays que les salariés actifs qui sont confrontés au pouvoir d'achat. Nos mesures impacteront également les retraités. De manière moins significative, mais ils ne manqueront pas également de partager la richesse commune. C'est ainsi que l'augmentation du point indiciaire ne manquera pas d'impacter les pensions.
ce qui est plus encourageant est que ceux d'entre les actifs d'aujourd'hui qui iront à la retraite dans les temps à venir verront leur pension impactée par ces nouveaux salaires dans leur entièreté. Et cela constitue pour nous un point de fierté. Mesdames et messieurs, je dois vous dire et vous avouer que nos efforts ont pu inquiéter beaucoup. Opérer une telle augmentation subitement peut donner l'impression que les critères de convergence ne sont pas respectés ou alors que nous n'avons pas agi pour tenir compte des exigences macroéconomiques. Je peux vous assurer, et comme je l'ai dit avant-hier aux syndicalistes, que nous avons fait beaucoup d'efforts, mais raisonnablement. Nous, les équilibres macroéconomiques sont tenus et seront tenus. Le Bénin a les moyens d'assurer durablement ses engagements sans compromettre les équilibres financiers nécessaires dans le pays d'un secteur à un autre. Nous continuerons d'assurer les besoins d'investissement dans tous les secteurs, que ce soit de l'eau pour le reste à faire, pour l'électricité, pour les infrastructures routières, pour le paiement de nos dettes, ainsi que pour les investissements productifs, de sorte à ce que ce que nous observons aussi aujourd'hui, qui nous donne de l'espoir, ne compromette pas l'avenir pour nos enfants. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur, Madame les députés, les travailleurs béninois, qu'ils soient du public ou du privé, vont sur le même marché, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le gouvernement a obtenu du patronat l'augmentation du SMIC à hauteur de 30% pour passer de 40 000 francs CFA à 52 000. Et je voudrais, ici devant vous, exhorter à nouveau les employeurs privés à observer le même élan, à faire comme l'État et à pouvoir augmenter le salaire des travailleurs du secteur privé. L'idéal serait que ce soit dans la même envergure que ce que nous venons de faire, peut-être même voire plus. Mais il serait bien pour nous tous, pour les uns et les autres, que ce ne soit pas seulement les travailleurs du secteur public qui vivent l'enthousiasme de notre effort commun. Je voudrais donc inviter devant vous, dans cette salle du Parlement, m'adresser à tous les Béninois, à tous les employeurs privés du Bénin, leur dire qu'il est nécessaire que leurs travailleurs également aient leur part de notre croissance commune. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour conclure sur ce chapitre, je voudrais, si vous me permettez, rappeler tout simplement que ces efforts que je viens de citer ne sont pas un cadeau, ni pour l'un, ni pour l'autre. Cela contribue à la justice. Cela contribue à la juste répartition de la richesse nationale et à la promotion d'un climat de justice sociale, toutes choses permettant davantage de motivation et de meilleures prestations de la part des travailleurs. C'est cela qui permettra à chacun de se sentir concerné par l'effort commun et qui l'amènera à se donner davantage. Mais je n'aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel ainsi que les présentes mesures sociales sont aussi l'œuvre des deux partis politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Qui participent au gouvernement et dont les pressions sans cesse de toutes sortes ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, parfois je me suis senti agacé à vos exigences. Mais je vois que vous avez souvent raison.
Et c'est pour cela que les partis politiques sont utiles pour la construction du pays. La plupart de ces décisions ont été prises sous votre impulsion, avec votre exigence. C'est pour cela que je ne serai pas sincère si je ne partage pas le mérite avec vous. Merci et félicitations encore pour votre action. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, au soutien de tout ceci, la paix sera toujours une denrée indispensable. C'est elle qui, avec la bonne gouvernance, garantira la pérennité de nos actions. Mais elle est tributaire de l'engagement de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais ici nous inviter tous, fils de ce beau pays qu'aucun autre ne remplacera, à œuvrer pour que plus que jamais, à œuvrer plus que jamais à la préservation de notre cohésion sociale et à la promotion de l'unité nationale qui nous sont si chères. Cet appel trouve davantage son sens dans le contexte des joutes politiques à venir, en lien avec les élections législatives du 8 janvier prochain. C'est l'occasion pour moi de noter qu'elle s'annonce sous de bons augures avec la participation de toutes les sensibilités politiques. Je voudrais nous en féliciter. Je voudrais alors, en cela, saluer tous les acteurs qui y ont œuvré. Ces élections seront, j'en suis convaincu, l'occasion d'une belle fête à l'issue de laquelle le seul vrai gagnant sera encore une fois de plus le Bénin. C'est le lieu de souligner que grâce à nos réformes, désormais et pour compter de la prochaine législature, le Parlement béninois comptera au moins 20%. Au moins 20% de femmes, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais je vais espérer. Je vais espérer que le nombre de femmes qui seront désormais présentes dans cet hémicycle, ce nombre ne sera pas exactement ce que la loi a exigé, que ce sera bien davantage. Les hommes n'ont pas applaudi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne peux finir mes propos sans vous adresser mes salutations et mes remerciements de manière toute particulière. Votre législature a du mérite. Vous avez accompli votre mission avec devoir, dignité et abnégation. Je ne doute pas que l'histoire vous rendra témoignage pour votre belle contribution au progrès de notre pays. Qu'il s'agisse de ceux d'entre vous qui ne sont pas candidats à ces élections-ci, ou de ceux qui le sont, à qui je souhaite bonne chance. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous dire à tout cela, à tous ceux que je n'aurai pas donc le bonheur, la fierté, le plaisir de retrouver ici, si Dieu nous le permet, ainsi qu'à ceux qui reviendront ici dans ce hémicycle, je voudrais leur dire combien je suis fier de cette législature. Je voudrais leur dire que vous avez marqué un tournant dans l'histoire politique du pays. Que plus jamais le Parlement du Bénin ne sera ce qu'il a été. C'est votre mérite. Le travail abattu, le nombre de lois
que vous avez initiés ou votés après que le gouvernement les ait proposés, la qualité de vos travaux, de vos exigences, de vos performances, l'abnégation qui ont caractérisé cette législature sont remarquables. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la nature, le Bénin, Dieu vous le rendra. Je ne peux manquer de vous remercier tout particulièrement pour le vote du budget général de l'État. Quelle prouesse vous avez donné au gouvernement les pleins pouvoirs pour travailler pour l'année prochaine, et ce, dès le 1er décembre dernier. C'était également une prouesse à saluer. Merci encore. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tel est le sentiment du gouvernement, notre appréciation sur l'état de notre nation. Je n'ai pas pu le terminer sans dire donc ce petit mot sur l'état du Parlement. Félicitations, merci et bien à vous. Vive le Bénin! Patrice Talon qui vient d'achever son discours sur l'état de la nation, le président qui a été longuement applaudi à la fin de son adresse sur l'état général du Bénin en 2022. Le président de la République, comme vous le savez, a longuement salué. On va d'abord écouter le président de l'Assemblée nationale qui intervient après l'allocution du chef de l'État. A été au-delà de nos attentes. Nous avions été habitués à des discours pas de si grande ampleur. Nous avons été habitués à des discours synthétiques. Mais aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris par la profondeur et par la pertinence d'un bilan assez élogieux. Et nous vous en savons gré. Malheureusement, les dispositions de l'article 72 de la Constitution que j'avais évoqué tantôt dans mon propos introductif précisent que les messages de l'État, les messages sur l'état de la nation ne donnent lieu à aucun débat. Et toutefois, je rappelle qu'ils peuvent inspirer les travaux de l'Assemblée nationale suivant les termes même de la Constitution. Sur ce, je suis dans l'obligation de déclarer alors la séance suspendue. Elle sera reprise à 15 h pour mes chers collègues, conformément au programme que nous avons retenu ensemble pour le vote de certaines lois majeures pour ce soir. Alors, je voudrais retourner la parole au protocole pour nous annoncer la suite du cérémonial. Mesdames et messieurs, nous abordons à présent l'ultime